Bonjour à toutes et à toutes qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. C'est notre rendez-vous de 15 heures au sommaire du journal. Diplomatie en rayonnement. Djibouti affirme sa centralité stratégique en accueillant 5 nouveaux ambassadeurs en son état. Proximité du service public avec le sud d'Iki inaugure un tribunal. Et en nouvelle du monde, au Proche-Orient notamment, Gaza est noyé sous les eaux. L'hiver transforme la guerre en cauchemar sanitaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre édition du 15h. Le président de la République, chef de gouvernement, son Excellence Mme Marguerite, a reçu ce matin au Palais de la République les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités auprès de notre pays. Il s'agit du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Indonésie à Djibouti, M. Faisal Cheri Shidhar. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont échangé des formalités. Au cours donc de cette audience, le nouvel ambassadeur a réitéré sa disponibilité et a œuvré au renforcement des relations du partenariat entre la République de Djibouti et l'Indonésie. Il a mis en exergue l'excellence des relations d'amitié entre Djibouti et l'Indonésie. Dans une courte intervention à cette occasion, le nouvel ambassadeur a dit en substance: Son Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance du président de la République de l'Indonésie, Prabowo Subianto, adressées à votre Excellence, m'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République d'Indonésie auprès de la République de Djibouti. J'ai également donc l'honneur de vous présenter la lettre de rappel de mon prédécesseur. Monsieur le Président, pour l'Indonésie, Djibouti occupe une position stratégique en Afrique de l'Est. Son port constitue la principale porte d'entrée vers la région de la Corne de l'Afrique dont dépend la plus grande partie des activités commerciales. Autour à présent de l'État de Suisse et du Canada, le président de la République, son Excellence Mme Marguerite, a reçu la lettre de créance de la nouvelle ambassadrice de la Suisse auprès de la République de Djibouti, Mme Ricarda Chanda. J'ai l'honneur de vous transmettre mes lettres de créance, m'accréditant comme l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération de la Suisse auprès de vous et de transmettre les lettres de régresse de mon prédécesseur. L'ambassadrice a exprimé sa motivation à œuvrer au renforcement des relations d'amitié, d'échange et de coopération entre la Suisse et la République de Djibouti. Le président a, quant à lui, comme à l'accoutumée, souhaité la bienvenue à Djibouti tous ses diplomates reçus. Il a formulé donc les vœux de succès et de réussite et les a assurés du soutien plein et entier du gouvernement et du peuple djiboutien dans leur effort. Dans une brève allocution, la nouvelle ambassadrice a transmis les salutations chaleureuses de la Suisse. Autour à présent de l'ambassadeur du Canada, la République de Djibouti a ensuite reçu la lettre de créance du nouvel ambassadeur du Canada auprès de la République de Djibouti, Nicolas Simard. L'ambassadeur a saisi l'occasion de la remise de ces lettres de créance pour faire état de sa détermination à œuvrer au renforcement des liens d'amitié, d'échange et de coopération entre la République de Djibouti et le Canada. Dans une intervention faite à cette occasion, l'ambassadeur a indiqué que le Canada est résolument engagé à travailler avec Djibouti afin de préserver et de renforcer la stabilité dans cette région. Il a assuré qu'il poursuivrait ses efforts sans relâche. Et nous terminons avec le Mexique et le Venezuela. Le président de la République, son Excellence Mme Marguerite, a reçu donc le nouvel ambassadeur du Mexique, M. Alejandro Ives.
Le nouvel ambassadeur a, au cours de cette audience, réitéré sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations du partenariat entre l'Arabie de Djibouti et le Mexique. Il a mis en exergue l'importance de consolider les relations d'amitié et de coopération entre les deux États. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a souhaité la bienvenue aux ambassadeurs et assuré de la disponibilité du gouvernement djiboutien. Et enfin, le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu également les lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela auprès de la République de Djibouti, M. Edi José Cordova. Le nouvel ambassadeur a saisi l'occasion de la remise de cette lettre de créance pour faire état de sa détermination à œuvrer au renforcement des liens d'amitié, de coopération et d'échange entre son pays et la République de Djibouti. Le président de la République a, comme à l'accoutumée, souhaité la bienvenue à Djibouti à tous ces nouveaux ambassadeurs. Il a formulé le vœu de succès, de réussite et les a assurés du plein soutien de son gouvernement et du peuple djiboutien. Nous allons indiquer cette fois-ci inauguration des nouveaux tribunaux d'instance des statuts personnels de Djikil. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdan, chargé des droits de l'homme, également a procédé hier à l'inauguration des tribunaux de première instance du statut personnel desservant les régions du Djikil et d'Ali Sébié. Cette nouvelle infrastructure judiciaire marque un tournant décisif dans le renforcement de l'appareil judiciaire régional et l'amélioration de l'accès à la justice pour la population du Sud. Le ministre a été accompagné d'une importante délégation comprenant le procureur de la République, du président du tribunal des statuts personnels, du président de la commission des droits de l'homme, du directeur général des établissements pénitentiaires, son conseiller technique, Mohamed Aden Chamar, ainsi que plusieurs autres hautes responsables judiciaires et techniques. Sur place, la délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de la région, Hassan Abdis Roblé, et le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, en présence des autorités civiles et militaires et coutumières de la région. Sa visite guidée des locaux a permis de découvrir cette nouvelle infrastructure régionale où désormais pris fonction Madame Iman Mohamed Elmi, président du tribunal de première instance de la région du Sud, ainsi que Abdullahi Awali Arab, président du tribunal du statut personnel, M. Abou Bakr Youssouf Saleh, procureur de la région du Sud. Le ministre s'est félicité de la qualité des installations permettant aux citoyens de cette région d'accéder à un service judiciaire de proximité. Cette inauguration s'inscrit dans la politique gouvernementale de décentralisation des services publics et de rapprochement de la justice des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Je vous propose à présent d'écouter cet extrait pour plus amples détails. Journée historique d'inauguration du tribunal régional. En tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est un souci important que de rapprocher la justice des citoyens de nos régions. L'accès à la justice est vraiment d'abord le premier droit pour pouvoir obtenir réparation, pour obtenir justice, pour recourir à la force publique. Et c'est en cela qu'en tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme, je dois saluer, force est de constater que le ministre de la Justice, en même temps chargé des droits de l'homme, n'a pas ménagé ses efforts pour rendre opérationnel ce tribunal, et en l'espèce celui de la région de Dikil. Nous espérons que cela va suivre Dikil. Aujourd'hui c'est fait, le reste suivra, Obok et Balbala à suivre. Et dans une allocution faite à cette journée d'inauguration, le ministre s'est dit fier et heureux d'inaugurer ces nouveaux locaux
de justice dans la politique du président de la République et dans la feuille de route politique, la décentralisation des institutions pour la population est maintenant acquise dans la région de Dikil et d'Ali Sébié. Je vous propose à présent de suivre l'ambiance de soutien pour le président de la République à Dikil. Dans la rubrique Solidarité sociale, lancement du programme de solidarité. Ce matin, la ministre, sous l'égide de le ministère des Affaires sociales et de Solidarité, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFDE, a organisé une cérémonie marquant le lancement officiel du programme Solidarité urbaine. Ce programme est une opportunité significative pour renforcer les conditions de vie des populations vulnérables. La cérémonie a été présidée par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdou, en présence des cadres de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en présence également des représentants du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi qu'un large foule principalement composée de femmes issues de la société civile. Le programme Solidarité urbaine a pour objectif principal de renforcer les projets sociaux soutenus par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et le gouvernement dans son ensemble. Il vise à améliorer l'employabilité à travers des projets générateurs de revenus. De plus, le programme entend soutenir les collectifs de gestion communautaire, communément appelés le Centre des gestions communautaires, le CGC. L'hymne national a été observé lors de cette cérémonie dédiée au lancement de la solidarité urbaine.
En légalisant donc ce mécanisme social offrant des formations aux dirigeants, ce programme se veut donc un vecteur de changement et d'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables en favorisant leur autonomie économique et leur capacité à s'organiser collectivement. Lors de cette cérémonie, l'initiative a été accueillie avec enthousiasme avec la population présente qui a manifesté son soutien à travers des applaudissements et des cris de joie, témoignant ainsi de son engagement envers ce projet porteur d'espoir. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités réaffirme donc son engagement à œuvrer pour le bien-être de tous les Djiboutiens, en particulier des plus démunis, et invite tous les parties prenantes à s'impliquer dans cette démarche collective. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du président de la commune de Belbela. Le programme traduit une volonté forte de l'État de placer la solidarité, l'inclusion sociale et de la dignité humaine au cœur de la politique publique, en particulier au bénéfice des populations urbaines les plus vulnérables. Il répond à des réalités quotidiennes de connaissances et de communes, notamment celle de Balbala, où les besoins sociaux demeurent une importante et multiple forme. Maintenant, la commune de Balbala salue cette initiative en tant que président de la commune de Balbala qui viennent renforcer les mécanismes de protection sociale, soutenir les familles en situation de précarité, promouvoir l'autonomisation, les employabilités de jeunes, la maison de la solidarité, la cohésion sociale. Ces programmes constituent un levier essentiel pour réduire les inégalités en favorise un développement urbain plus humain et plus équitable. En tant que président de la commune de Belbala, je tiens à réaffirmer à l'entière disponibilité de la commune à accompagner la mise en œuvre de ce programme sur le terrain en étroite collaboration avec les services du ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Le MAS, à sa tête, la ministre, a beaucoup fait, comme mettant en œuvre la politique du président de la République, a beaucoup fait pour la capitale. Nous savons qu'elle a mis des antennes à proximité de communes pour mieux écouter et pour mieux accompagner la population des communes de Balbala, de Boulaous et de Razdika. Nous savons les réalisations effectuées à Djibouti et dans les régions de l'intérieur. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes à l'apogée. Donc quand on vient à solidarité urbaine, donc à proximité, donc quand on fait la maison de solidarité dans les quartiers, quand on écoute la population vulnérable pour les accompagner, pour les orienter, que le MAS est là pour aider, pour accompagner. Nous avons vu déjà auparavant donc des crédits qui ont été octroyés, des crédits avec des taux zéro, avec un intérêt zéro. Donc vous savez, aujourd'hui, être à côté de la personne pour l'écouter, pour l'accompagner et surtout pour créer des emplois, ça, c'est ce que nous attendions. Nous allons à présent écouter la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olufa Ismail Adou, qui réaffirme son engagement à œuvrer pour le bien-être de tous les Djiboutiens, en particulier les plus démunis. On l'écoute. Je viens à l'UNFD, je n'ai pas l'impression d'être ni une invitée. Moi, j'ai tout appris à l'UNFD, j'ai grandi à l'UNFD, j'ai vraiment acquis toute cette connaissance dans la gestion de la communauté grâce à l'UNFD. Et à sa tête, grâce à la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haït, qui est notre mère à nous toutes, qui a formé les jeunes filles, qui aujourd'hui sont des parlementaires, sont des élus locaux, sont des ministres que nous sommes. Enfin, on lui dit merci beaucoup, Madame la première dame, pour tous vos efforts que vous faites pour nous et pour toute la population de Djibouti. C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion donc de cette cérémonie de lancement du programme de solidarité urbaine. Je voudrais, à l'entame de mes propos, comme je viens de le dire, rendre un hommage vibrant à la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes de Djibouti, Hajia Khadra Mahmoud Haït. Mesdames et messieurs, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités est chargé de la lutte contre la pauvreté et la promotion de la solidarité nationale, et ce, conformément à la vision éclairée
de son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, hafadahullah wa ra'ah. La cérémonie qui nous rassemble ce matin s'inscrit dans cette longue tradition d'action sociale au service de la cohésion nationale et de la protection des plus vulnérables. Pour la seule année 2025, permettez-moi de donner quelques chiffres. Grâce à la mise en œuvre de programmes sociaux pertinents, les résultats suivants ont été enregistrés. Plus de 25 000 ménages ont bénéficié des filets sociaux. Plus de 2500 étudiants issus des régions ont été couverts par le programme ASRI, Restauration universitaire. Plus de 110 000 individus sont couverts par l'assurance maladie universelle. 125 caisses rurales d'épargne et de crédit regroupant plus de 3 000 membres ont été créées. Plus de 122 infrastructures de services sociaux de base ont été réalisées à travers l'approche DCC, renforçant ainsi la solidarité rurale à travers notre agence d'exécution, la DDS. Plus de 1500 jeunes ont été formés dans les domaines techniques, pour ne citer que cela. Ainsi, le MAS démontre chaque jour davantage que l'action sociale ne peut produire de résultats concrets que lorsqu'elle est bien présentée et bien ancrée sur le terrain, autant rural qu'urbain. Cependant, force est de reconnaître que la société évolue. Les quartiers grandissent, les jeunes aspirent à plus d'opportunités et les communautés à plus d'écoute et de reconnaissance. C'est ainsi qu'après la solidarité rurale, portée par la caravane de solidarité depuis 4 ans, qu'il était plus que nécessaire de se rencontrer dans nos quartiers. Dans le cadre de l'édition 2026 de la Semaine nationale de la solidarité, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en partenariat avec l'Union nationale des femmes de Djibouti, redouble d'efforts et engage une nouvelle dynamique construite sur la solidarité de proximité à travers le lancement du programme de solidarité urbaine. Mesdames et messieurs, une communauté forte repose aussi sur l'avenir de sa jeunesse. Un jeune sans perspective reste fragile. Un jeune formé, accompagné et soutenu devient un véritable moteur de développement. SOH Village d'enfants en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille organise à Ila Hotel une cérémonie officielle de lancement du programme d'action humanitaire de réponse d'urgence à la sécheresse destinée à la région du Djikil et ses localités environnantes. Cette initiative humanitaire s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints du gouvernement de la République du Djibouti et de ses partenaires pour faire face aux effets de la sécheresse persistante qui affecte donc durement la population vulnérable, en particulier les enfants, les familles vivant dans les zones rurales et pastorales. La cérémonie du lancement s'est déroulée en présence de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, ainsi que le préfet de la région de Djikil, Hassan Abdi Roblé, étaient également présents à cette journée. Le directeur national de SOS Village, Omar Delita, ainsi que de nombreux représentants des institutions publiques et partenaires techniques, financiers, de la société civile et ses acteurs humanitaires et de l'armée, ainsi que la gendarmerie nationale. Le programme prévoit notamment des actions de soutien alimentaire, d'accès à l'eau potable, de protection de l'enfance, ainsi que des mesures d'accompagnement psychologique et de renforcement de résilience pour les familles. Djibouti a sollicité dès le mois de septembre le soutien de ses partenaires internationaux et grâce à leur engagement, nous lançons aujourd'hui une intervention majeure au bénéfice de la région de Djikil, l'une des plus sévèrement touchées lors des dernières sécheresses. Ce projet permettra d'accompagner plus de 10 000 personnes, principalement des enfants et des familles en situation de grande vulnérabilité. L'objectif est clair: protéger les enfants, renforcer la résilience des familles et soutenir les moyens de subsistance tout en améliorant l'accès à l'eau, aux services de protection et à l'appui psychosocial. Le projet débutera dès le mois de décembre, dans lequel nous sommes actuellement, pour une durée de 2 ans. Pour assurer une présence durable dans le sud, nous ouvrirons également des antennes opérationnelles à Djikil d'ici la fin du mois. Cette implémentation nous permettra d'intensifier nos actions humanitaires.
La ministre de la Femme et de la Famille a souligné l'importance de la synergie entre les institutions gouvernementales et les organisations humanitaires pour garantir une prise en charge efficace des populations les plus vulnérables, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à placer la protection de l'enfant et le bien-être des familles au cœur des priorités nationales. On l'écoute. Pour moi, un profond sens de responsabilité, mais aussi une conviction forte de venir prendre parole aujourd'hui à l'occasion de ce lancement officiel du projet Réponse d'urgence intégrée à la sécheresse et au relèvement des moyens de subsistance pour la région de Dikil, qui sera mise en œuvre par SOS Village d'enfants de Djibouti en étroite collaboration avec le gouvernement de la République de Djibouti et l'ensemble de ses partenaires. Depuis l'appel du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, concernant donc la réponse face à la sécheresse qui touche nos communautés, et de façon conjointe et synergique avec les actions du gouvernement et les partenaires, nous voilà encore aujourd'hui réunis pour une réponse ciblée et adéquate à une situation donnée dans la région de Dikil. Cette situation affecte gravement les équilibres socio-économiques de nos communautés et touche de manière disproportionnée les femmes, les enfants, les ménages dirigés par les femmes, les personnes âgées ainsi que les personnes vivant avec un handicap. Dans la région de Dikil, et notamment sous l'ensemble de ces préfectures, de ces sous-préfectures, les conséquences sont profondes et multisectorielles. La perte de bétail, la raréfaction de l'eau, l'augmentation du coût de la vie, l'affaiblissement des mécanismes traditionnels de solidarité fragilisent durablement les familles. Seulement, au niveau de la région de Dikil, nous constatons plus de 5000 ménages qui ont vu leurs moyens de subsistance sévèrement affectés. Et derrière ces chiffres se trouvent des femmes contraintes de faire des choix impossibles, des enfants exposés à la malnutrition, à l'abandon scolaire et à diverses formes de violence. Face à cette réalité, le projet que nous lançons aujourd'hui aux côtés de SOS Village représente une réponse humanitaire intégrée, ambitieuse et indispensable. La République djibouti a participé au deuxième forum d'affaires sur les zones de libre-échange continental africain tenu à Marrakech du 11 au 14 décembre à travers une délégation de haut niveau conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirié, accompagné du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Doualé, du secrétaire général par intérim, Ismail Hassan Toukale. Forum qui a réuni 36 délégations africaines constitue une étape importante dans la réflexion collective sur le renforcement du commerce intra-africain et la préparation du programme de commerce ministériel, l'Organisation mondiale du commerce prévue en mars 2026 à Yaoundé. Lors d'une retraite ministérielle préparatoire, le ministre djiboutien a souligné le rôle central du XELAF dans la transformation économique continentale. Il a mis en avant le progrès réalisé par Djibouti, notamment dans l'adoption d'une stratégie nationale de XELAF, dans la modernisation des procédures douanières, les actions menées pour soutenir les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Les travaux du forum ont porté sur les thématiques telles que les chaînes de valeur continentales, les infrastructures logistiques, l'innovation financière et numérique, ainsi que le rôle stratégique du secteur privé. À cet effet, donc, la participation du président de la Chambre de commerce, du président de la Chambre de commerce et le ministre du Commerce a permis de valoriser l'expérience nationale en matière de zones franches et de facilitation du commerce. En marge de ce forum, des rencontres bilatérales ont eu lieu avec les autorités marocaines afin de renforcer la coopération entre Djibouti et le Maroc, notamment dans les domaines portuaires, des normes et de qualité, ainsi que le tourisme. À l'issue de cette rencontre, Djibouti réaffirme son engagement en faveur d'une intégration économique africaine forte, fondée sur le développement du commerce intra-africain, la modernisation des infrastructures et implication accrue du secteur privé. À l'Assemblée nationale s'est tenue une commission des finances, de l'économie générale du plan. S'est réunie donc aujourd'hui, lundi 15 décembre 2025,
pour la poursuite de l'examen du projet de loi de finances 203 de l'année 2025, 9e ligne portant sur le budget initial de l'État pour l'exercice 2026. Sous la conduite de l'honorable Sharmaki Moussari, le président de la commission, la séance s'est consacrée à l'audition du ministre de l'Éducation nationale en présence du ministre du Budget. Les échanges ont porté sur l'analyse détaillée des crédits budgétaires alloués au secteur de l'éducation ainsi que les prévisions de recettes et autorisations des dépenses prévues pour l'exercice budgétaire 2026. Les travaux de la Commission des finances et de l'économie générale et du plan se poursuivront dans les prochains jours, toujours dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, budget initial 2026. Et de là, nous allons à Obok, où s'est tenue une journée de sensibilisation sur les futurs appels à propositions de l'Union européenne, les formations sur le montage des dossiers et les organisations des sociétés civiles. Dans le cadre du programme d'appui à la société civile, PASOK, et la délégation de l'Union européenne à Djibouti, en collaboration avec le conseil régional d'Obok et la préfecture, a organisé jeudi 4 décembre dernier une journée de sensibilisation sur les futurs appels à propositions de l'Union européenne pour 2026, suivie d'une formation pratique de montage de dossiers destinés à l'organisation de la société civile de la région. Cette initiative vise à accompagner donc la société civile locale dans la compréhension et la préparation des dossiers dans l'objectif de soumettre donc à l'Union européenne. L'intervention donc de l'équipe de PASOK dans un message structurant stipule donc l'équipe du PASOK a ouvert la session en félicitant donc l'OSC d'Obok pour leur engagement et a présenté de grandes politiques de l'Union européenne en matière d'appui à la société civile, notamment le NDC, Global Europe 2021-2027, le programme thématique et les stratégies globales Gateway qui soutient une gouvernance participative, la transparence, l'égalité et le genre dans le développement local. L'équipe donc a expliqué que ce que l'Union européenne attend de l'OSC pour pouvoir donc postuler efficacement aux futurs appels, notamment donc dans la gouvernance interne fonctionnelle et transparente, des documents administratifs et financiers à jour, des projets répondant donc aux besoins des communautés locales et un alignement clair sur les priorités de l'Union européenne, genre climat, inclusion sociale, transition numérique, participation citoyenne. Pour encourager donc l'OSC à anticiper les appels, à renforcer les capacités organisationnelles pour maximiser les chances de financement. Message donc de mobilisation pour le Obok. Donc ils ont terminé par saluer les initiatives et encourager l'OSC dans la région pour ne pas tarder sur l'ensemble des documents requis. Et de là, nous passons à l'actualité de nos frontières, notamment à Gaza, où l'effondrement des réseaux d'assainissement à Gaza aggrave la crise humanitaire sous les intempéries hivernales. La guerre donc menée par Israël contre la bande de Gaza a provoqué une destruction massive des réseaux de drainage et des systèmes de gestion de déchets, aggravant considérablement la situation humanitaire déjà critique dans l'enclave palestinienne. Selon donc le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, l'effondrement des infrastructures de base a laissé des milliers de familles déplacées exposées à des risques sanitaires majeurs, alors que donc des pluies hivernales qui s'intensifient de son côté. Des fortes précipitations inondant donc les tentes, les abris des fortunes installées dans plusieurs zones du territoire, notamment dans les zones du sud et de l'est. L'agence donc des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens indique que la majorité des sites de déplacement ne disposent ni de système de drainage fonctionnel ni d'installations sanitaires adéquats, forçant des milliers de familles à vivre dans des milieux d'eau stagnante, mêlant ainsi donc aux eaux usées. Les organisations humanitaires mettent donc en garde contre une détérioration supplémentaire des conditions de vie si les réparations urgentes des infrastructures détruites ne sont pas entreprises sitôt. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité.